Le serment d'Hippocrate a été remplacé en Suisse par un code de déontologie. Un tel code est publié et révisé ponctuellement, notamment par la Fédération des médecins suisses. En voici un extrait. Le médecin a pour mission de protéger la vie de l'être humain, de promouvoir et de maintenir sa santé, de soigner les maladies, d'apaiser les souffrances et d'assister les mourants jusqu'à leur dernière heure. Le médecin exerce sa profession avec diligence et au plus près de sa conscience. Le médecin se refuse à tout acte médical ou toute prise de position incompatible avec sa conscience. Le médecin respecte le droit du patient de choisir librement son médecin ou d'en changer. De son côté, le médecin est libre d'accepter ou de refuser un mandat diagnostique ou thérapeutique. Il est également inadmissible de promettre le succès d'un traitement. Ces 2 dernières années, l'ensemble des citoyens de notre pays a été accaparé par les sujets et thématiques de santé autour de ce qu'on a appelé la crise du Covid. Nous avons tous connu dans les médias, parmi nos amis ou au sein de nos familles, des personnalités qui se sont improvisées expertes en santé publique du jour au lendemain, quelle que soit la vision défendue. On a même tendu le micro à certains de ces faux experts autoproclamés alors qu'on en bâillonnait d'autres. Dans ce reportage, nous avons choisi d'interroger de vrais médecins en contact avec de vrais patients et dont les compétences et le parcours étaient reconnus par tous avant qu'ils commettent l'irréparable, oser s'interroger sur la méthode la plus pertinente pour lutter contre cette pandémie en faisant ce qu'ils ont toujours fait dans l'exercice de leur métier, prendre des décisions pour le bien de leurs patients en recueillant des données médicales qu'ils ont confrontées à leur propre expérience, quitte à remettre en question les discours officiels. Nous leur avons tendu le micro pour tenter de comprendre leur version des faits et comment ils ont vécu ces 2 dernières années sur fond de crise sanitaire. Pratiquant dans toute la Suisse romande, ainsi qu'en Suisse alémanique pour certains, ces médecins attachés au serment d'Hippocrate ont vu leur voix être étouffée, leur témoignage être mis sous le tapis, voire déformé, et surtout leur liberté de prescription thérapeutique altérée, voire interdite pour certains. Ce reportage souhaite montrer un autre visage qui, bien au-delà du Covid, parle du rôle et de la responsabilité d'un médecin dans notre pays, ainsi que de sa marge d'action et sa capacité à respecter encore le code de déontologie. Nous avons choisi de tendre le micro sans préjugés ni complaisance à ces médecins qui ont accepté de parler de leurs questions, leurs combats et leurs sentiments face à cette crise qui les a placés au centre de tous les intérêts et les controverses. Nous avons commencé par demander à ces médecins comment ils ont vécu ces 2 dernières années et comment ils ont perçu les mesures prises par nos autorités pour gérer la pandémie. Faisant partie du comité de la Société vaudoise de médecine, j'étais à l'interne des organes dirigeants, si on veut, de cette société. Lorsque cette crise est arrivée, et à plusieurs reprises, j'ai réagi compte tenu du fait que je n'étais pas en accord avec le discours dominant et la position de la Société vaudoise de médecine. Donc, à plusieurs reprises, j'ai émis quelques, réserves sur la manière dont la Société vaudoise de médecine se présentait, le manque d'esprit critique, le positionnement concernant la vaccination et l'obligation vaccinale. Pour la petite histoire, lorsque j'ai senti qu'il y avait beaucoup de pression sur la vaccination, j'ai rappelé un des éléments essentiels dans l'activité médicale, c'est celle de respecter l'opinion et le souhait du patient en s'agissant de problèmes de santé qui lui appartient, en disant s'il serait bon que la Société vaudoise de médecine rappelle que l'obligation vaccinale n'existe pas en Suisse et qu'elle préconise la liberté vaccinale. Là-dessus, la réponse que j'ai reçue du président lui-même, ça a été « tu es un danger public ».
Donc c'est vous dire à quel moment, à quelle, disons, pression, déjà dès le départ, j'avais à faire face lorsque j'ai exprimé simplement de respecter les valeurs fondamentales de l'exercice médical. La première chose que j'ai pas compris dans la gestion de la crise tout au départ, c'est qu'au départ on avait un problème qui paraissait grave, qu'on ne connaissait pas, donc c'est vrai que j'ai trouvé adapter les premières mesures durant les 3 premiers mois. Par contre, de nous mettre hors jeu, nous les médecins généralistes, en nous faisant fermer nos cabinets durant 3 semaines en avril 2020, j'ai pas compris. Parce que pour moi, dans la gestion d'une pandémie, le maillon principal, c'est le cabinet médical. Au principe. C'est le médecin de proximité. Exactement. Et puis là, nous, on a été mis hors jeu directement. Ça, c'est une première chose. Et puis, par la suite, ce qui m'a pas mal aussi désarçonné, c'est qu'en fait, on a considéré qu'on n'avait aucun traitement pour cette maladie-là. Donc, on devait attendre les vaccins sans avoir rien à proposer aux gens, en les enfermant chez eux et en leur demandant d'attendre, de voir le décours de leur maladie. À savoir que que je pratique une médecine intégrative, et puis qui est remboursée par la LAMAL, donc reconnue, et qu'en médecine intégrative, on a pas mal de choses pour travailler sur le terrain et donc sur l'immunité des gens. Et en fait, on s'est senti mis sur la touche parce que ça n'a jamais été évoqué, on n'a jamais pris en compte. Dès le départ, je me pose des questions, c'est mon job, ça fait partie de mon boulot, de me poser des questions, de comprendre, investiguer, surtout ensemble avec les patients. Quand je vois d'une part ce qui se passe dans le terrain, dans ma réalité, dans mon périmètre, bien entendu, et quand je vois ce qui se passe dans les médias, et cet énorme flux d'informations, j'ai vu très vite, il y a quelque chose qui ne colle pas. Après, je pense que les décisions prises sont prises à un niveau... J'essaie de me mettre dans la peau de ces gens qui prennent des décisions. Moi, je serais très mal à l'aise de prendre des décisions sans avoir un contact avec la réalité. Donc, je ne veux pas être politicien. Moi, j'aime toucher la réalité. C'est sûr que il y a des décalages qui font réfléchir. Justement, parce que ça ne correspondait pas du tout ni à mon vécu de ce qu'était une épidémie, voire une pandémie. Et puis, parce que les consignes qu'on a reçues étaient extrêmement contradictoires. Ça changeait du jour au lendemain. On pouvait raconter ça et puis quelques jours après le contraire. Et puis les mesures proposées étaient complètement démunies de sens. Et puis ça, c'était assez évident dès le début. Also ich bin sehr früh schon aufgewacht. Erstens von Patienten, die Laboranten waren und gesagt haben, der PCR-Test ist für nichts. Und dann ist ja das Interview vom Wodak gekommen, der schon gekämpft hat in der Schweinegrippe und das schon aufgedeckt hat, was dort gelaufen ist. Und dann habe ich Briefe geschrieben als BRG an Koch. Ohne Antworten. Ich habe eine Petition aufgesetzt und habe mich sehr allein gefühlt. Ich dachte, vielleicht spinne ich mit dem Ganzen. Oder? Und bin dann aber auf andere Ärzte getroffen, habe andere Ärzte gefunden, die sich zusammengeschlossen haben, das sind die Gruppe Aletaia. Und dann haben wir zusammen wirklich Pressekonferenzen gemacht, Briefe geschrieben an Swissmedic, an BAG, mit relativ wenig Antworten. Ça n'a pas été immédiat. Donc, printemps 2020, on était en face d'une nouvelle épidémie, d'un nouveau virus qu'on ne connaissait pas.
Ce qui venait de l'étranger était assez inquiétant, donc j'ai participé tout à fait pleinement et j'étais en accord avec les mesures qui étaient prises au départ. Mais assez rapidement, on s'est rendu compte finalement que ce virus était d'une part très contagieux, donc il était illusoire de vouloir mettre une barrière complète avec ce qu'on a fait avec les mesures de confinement, dont sa létalité avait une certaine importance pour les personnes âgées, pour les personnes qui avaient des facteurs de risque, mais finalement pour les personnes qui n'avaient pas de facteurs de risque, elle était faible. Donc après coup, on aurait dû revenir un petit peu sur ce qu'on avait décidé au départ, et ça on ne l'a pas fait. On s'est entêté à vouloir faire barrière à ce virus, et toutes les mesures ont été un échec. Et quand est arrivé le vaccin, ça pour beaucoup de monde était vraiment le Graal voilà, c'était le vaccin qui allait nous sortir de cette épidémie. Et ça n'a pas été le cas alors. Au-delà des interrogations de ces praticiens face aux mesures prises, nous avons tenté de comprendre ce qui, à leur sens, aurait dû être entrepris, ou même comment ils se sont eux-mêmes investis pour tenter de trouver des solutions pour soigner leurs patients. Celui qui m'a le plus frappé, c'est celui dont je peux témoigner, puisque j'ai été interpellé par un médecin hospitalier, médecin-chef, responsable de permanence médicale, donc dans le domaine ambulatoire, qui traitait les patients Covid qui se présentaient aux permanences, et donc quelque part contrevenait en traitant avec, à l'époque, l'hydroxychloroquine. Et en fait, il m'a interpellé parce qu'à l'époque, j'étais président du groupement des médecins hospitaliers et donc le représentant d'un collectif de médecins qui travaillent dans les hôpitaux régionaux. J'avais d'ailleurs participé à la rédaction d'un contrat cadre collectif qui prévoyait dans ce contrat que la liberté thérapeutique des médecins-chefs était garantie. Et donc c'est pour cette raison qu'il m'a interpellé en me disant « j'ai reçu une information administrative m'interdisant d'utiliser cette molécule », ce qui était une première mondiale quelque part, et j'aimerais pouvoir continuer à traiter les patients, et mon contrat prévoit que j'ai cette liberté-là. Est-ce que vous pouvez intervenir pour que je puisse continuer à traiter les patients? Donc clairement, il y a eu une intervention extérieure, notamment administrative, pour contraindre ce médecin à ne plus continuer à traiter avec l'hydroxychloroquine. Là-dessus, j'ai assisté à un colloque médical le plus extraordinaire que j'ai jamais entendu. Donc, j'ai été invité en tant que président du groupement des médecins hospitaliers à participer à un débat en tant que modérateur. Nous avions d'un côté mon collègue qui était inquiété par la direction de l'hôpital et d'un autre côté un médecin universitaire qui les deux préconisaient tout autre chose. L'un préconisait l'utilisation de l'hydroxychloroquine et qui avait l'expérience de le faire, et l'autre qui voulait l'interdire et tentait de justifier son interdiction. Donc on a vu passer la casuistique de ce collègue qui avait eu 82 patients ou 83 patients traités avec l'hydroxychloroquine, aucun décès, 3 patients hospitalisés quelque temps, tous guéris. Donc a priori on peut considérer que c'est un succès, même si rapporté au nombre de cas, on ne peut pas être conclusif, on est d'accord. Mais en tous les cas, il a fait de mal à personne. Il a traité ses patients, il les a soignés à la satisfaction des patients, et donc pour moi c'est ce qui était absolument essentiel. Et là-dessus est venue la démonstration totalement inverse de ce médecin universitaire qui a pris des articles de journaux qui démontraient l'inutilité de l'hydroxychloroquine, et non seulement l'inutilité mais la toxicité. Donc à partir de cette démonstration, il a fallu trancher si on allait continuer ou pas. Et on a convenu ensemble, parce que j'étais prêt à le soutenir, à poursuivre l'hydroxychloroquine, mais ça devenait tellement émotionnel qu'on a négocié le fait que ce collègue arrête de traiter les patients avec l'hydroxychloroquine, mais puisse traiter avec l'ivermectine, qui était à l'époque une molécule prometteuse. En tout cas, certains médecins ont exprimé le fait que cette molécule était efficace. Et la direction a accepté que ce médecin puisse continuer à traiter,
Dans des conditions quand même très restrictives, hein, c'est-à-dire c'est sous sa responsabilité propre, donc la responsabilité de l'hôpital n'est pas engagée, comme c'est une molécule qui n'est pas prévue pour ce traitement-là, il fallait remplir un certain nombre de dispositions conformes aux molécules qui sont prescrites off-label, on appelle ça off-label. Donc toutes ces conditions étaient parfaitement remplies. Pour la petite histoire, je n'ai pas participé au deuxième colloque, mais après plus de 360 de personnes traitées avec l'ivermectine, ça a commencé à se savoir autour de cet hôpital que, contrairement à d'autres hôpitaux, cet hôpital traitait en particulier ce médecin. Alors, ce qu'on pouvait prescrire de base comme renforcement immunitaire quand la personne n'était pas malade, moi je travaille avec des bourgeons de cassis, on peut travailler avec la vitamine C, on peut travailler avec du zinc, la vitamine D. Et puis, au moment où les patients ont des symptômes grippaux, eh ben, il y a toute une kyrielle de remèdes, alors homéopathiques pour moi, parce que c'est ça que je pratique, qui permettent aux patients de guérir rapidement. Moi, je pense qu'il y avait un élément clé où j'ai... Alors, c'était, je pense, après à peu près une année, où j'ai essayé d'organiser une étude clinique avec l'ivermectine. J'ai pris contact avec des responsables au niveau académique, aussi avec des chercheurs internationaux. Je les ai mis tous ensemble et on a fait des conférences sur Zoom. Et j'ai dit, voilà, j'aimerais faire quelque chose de méthodologiquement bien structuré, etc., pour montrer si cette molécule est efficace ou pas. Il y avait déjà des études qui sortaient, mais je voulais faire moi-même. C'est toujours la même chose. C'est bien de lire les choses, mais c'est encore mieux de faire soi-même. Et puis, alors moi, déjà depuis des années, j'ai créé une fondation. Je suis président d'une fondation de recherche. Et j'ai dit, dès le départ, j'ai dit, c'est pas une question d'argent, s'il faut des fonds. Alors on peut trouver des fonds. Le but de la fondation, c'est aussi de faire la recherche ici, dans le canton Vaud, et aussi en Afrique. Et puis tout le monde était enthousiaste. Après, il fallait encore le d'accord de certaines personnes. On m'a dit, voilà, il faut attendre 3-4 semaines, pardon. Donc il n'y a rien qui se passe, après 6 semaines, j'ai pris contact. Finalement, on m'a dit c'est pas possible parce qu'il n'y a pas l'argent pour faire ça. Je dis mais c'est pas le problème, je dis c'est pas l'argent le problème. Et là c'était pour moi, j'étais très surpris parce que pourquoi pas investiguer une molécule qu'on connaît depuis 40 ans, qui est utilisée sur le monde entier, pourquoi pas faire nous-mêmes. En plus il y avait tout un réseau autour des généralistes qui étaient intéressés de participer. C'est-à-dire on aurait pu responsabiliser les généralistes, on se met en réseau, on fait un travail mené par un centre académique pour que tout soit fait dans le plus haut niveau. Mais malheureusement ça ne s'est pas produit et ça m'a étonné parce que ce n'était pas une question d'argent, c'était une question de volonté. Alors face à ce qui semblait être une interdiction faite aux médecins praticiens de trouver des solutions ou simplement d'amener leur pierre à l'édifice, plusieurs d'entre eux ont tout de même décidé de ne pas se contenter d'appliquer les consignes des autres, estimant qu'ils avaient une responsabilité morale vis-à-vis de leurs patients de participer à la recherche des meilleures solutions. C'est alors que nous avons entendu des histoires qui comprenaient tous les ingrédients de mauvais romans policiers, avec de faux témoignages, de fausses accusations et des procédures totalement inadéquates. J'ai commencé à informer les patients par un questionnaire pour qu'ils se posent des questions par rapport à la gravité, par rapport à l'approprié, aux tests appropriés, aux mesures appropriées ou pas. Et puis, c'était un petit flyer que j'ai distribué aux personnes intéressées à se poser la question par rapport à la crise d'une part, et d'autre part que j'ai distribué avec les factures que j'envoyais à mes patients. Ensuite, c'était au mois de mai 2020. Au mois d'août, j'ai adressé une lettre d'encourager les patients d'avoir confiance dans leur système immunitaire, de dire maintenant c'est l'été, la gravité de cette pandémie est terminée, vous pouvez retourner à vos propres forces. Et puis les deux
choses, les deux documents ont irrité certains patients qui ont porté plainte auprès du médecin cantonal, qui lui m'a dénoncé auprès de la commission de déontologie de notre société cantonale de médecine. Et puis s'est rajouté une vidéo qui ne lui a pas plu, où j'avais parlé avec un juriste et puis une laborantine. Il s'est rajouté aussi en 2021 à ce dossier une plainte de la ville d'Argovie qui m'a incriminé d'avoir fait un faux certificat médical et qu'en fait on pouvait les télécharger sur mon site internet, alors que je ne dispose pas de site internet. Et puis tous mes certificats, que ce soit pour arrêt de travail ou n'importe quoi, sont manuscrits, timbrés et puis avec un dateur manuel. Et ce dossier a été reçu par la commission de déontologie qui a terminé et fini par me juger début juin cette année, et puis de me mettre un blâme avec une amende de 1000 francs et des frais de dossier de 300 francs. Il y avait une deuxième chose qui fait partie de ce roman policier, c'est que le médecin cantonal lui-même a jugé qu'il devait me contrôler. Il m'a envoyé la police au cabinet avec le contrôle sanitaire pour vérifier est-ce que je porte le masque, est-ce que tout est conforme. Tout était conforme, sauf qu'à l'époque, j'examinais un enfant, je ne portais pas de masque. Et puis, j'avais du matériel d'information par rapport à cet autre aspect scientifique que nous défendons dans mon cabinet, ce qui leur a fort déplu. Et puis, ils ont écrit un rapport de 2 pages pour dénoncer tout ce qui était. Ça avait l'air hyper grave. Quelques jours après est venue la plainte du médecin cantonal qui m'a accusé sur 6 pages de 15 points d'incrimination fautifs dans 4 lois et 2 règlements. Et puis, il m'a menacé de fermer le cabinet, de me retirer le permis de travail, de me donner une amende de 20 000 francs. Et puis, cette menace existentielle était quand même assez difficile à vivre. Le blâme que je viens de recevoir est aussi difficile à vivre parce qu'en fait, je défends une attitude de droit de l'homme, de la Convention de Genève, c'est-à-dire le serment d'Hippocrate, du Code de Nuremberg par rapport aux expériences et aux remèdes expérimentaux. Et puis, en respectant cette déontologie, la déontologie cantonale et le médecin cantonal m'accusent, je trouve, c'est grossier et un double message. Maintenant, en forme, par exemple, quand on demande mes collaborateurs actuels du cabinet de faire une déclaration envers un policier pour commencer. Et puis après, ils essayent de tirer des informations de mon propre entreprise, de mes collaborateurs, pour l'utiliser contre moi, avec le but d'avoir un jugement pénal avec peut-être envisageable en théorie un enlèvement du permis de pratiquer. Donc je pense que c'est vraiment, et puis je le vois maintenant chez beaucoup de confrères, c'est systématique, c'est des commissions intercantonales qui se sont formées, cantonales aussi, qui sont en train de s'occuper de ces médecins-là qui ne suivent pas la voie officielle. Also im Vorfeld von der Strafuntersuchung habe ich schon von den Eltern Briefe bekommen, die umgegangen sind in der Schule, dass sie meine KGs, dass sie meine Atteste auf die Seite tun. Und ein anderer Arzt, auch in Bern, hat eine Hausdurchsuchung gehabt. So bin ich eigentlich vorbereitet gewesen. Und es ist nicht lang gegangen, habe ich das Telefon bekommen von der Kriminalpolizei, sie würden ein Verfahren eröffnen. Und da sind sie aber nicht gekommen mit Hausdurchsuchung. Ist vielleicht auch schwierig bei mir, weil ich sehr unregelmäßig arbeite. Und das hat dann geheißen, Edition, sie haben sich angemeldet gehabt. Anfang Juni sind sie gekommen, aber das ist durch die sozialen Medien gegangen. Die wollten mich unterstützen und das hat die Polizei auch mitbekommen. Darum hat es ein Aufgebot von 10
teilweise bewaffnete Menschen vor dem Haus. Um die Ecke sind Wagen gestanden, wo nochmal 20 drin waren. Und zu mir auf in die Praxis sind 4 Leute gekommen. Das nennt sich, hat mir der Kriminalchef gesagt, nicht Durchsuchung, sondern Edition. Aber in der Klageschrift heißt es wieder Durchsuchung. Und die sind nett gewesen. Für mich sind sie nett gewesen. Bei der Edition, sie haben einfach jede einzelne Krankengeschichte eingepackt zu versiegeln. Und den Computer haben sie einfach umgedreht und alles kopiert. Dans une pharmacie d'une ville du canton de Vaud, à partir de septembre 21, il y a eu un édit de la santé publique et du médecin cantonal qui donnait l'ordre aux pharmaciens de ne plus délivrer l'ivermectine. Jusque-là, ça avait été possible avec l'inscription off-label, c'est-à-dire hors des indications officielles. Et les patients pouvaient recevoir ce remède. À un moment donné, ça s'est bloqué dans plusieurs cantons romans. Et une même pharmacie qui avait délivré à une de mes patientes ce remède, l'ivermectine, en fin août 2021, elle est retournée en chercher pour sa fille en octobre 2021. Et la pharmacienne lui a dit « C'est très bien, montrez-moi votre ordonnance ». Elle a pris mon ordonnance, elle a dit « Eh bien, c'est voilà, c'est fait, je vais en référer au médecin cantonal. La doctoresse doit savoir qu'elle n'a pas le droit de prescrire ça. » Et donc, elle m'a dénoncé. Alors effectivement, notre métier, c'est d'une part de prévenir les maladies, de préserver la santé et de soigner les patients quand ils sont malades. Alors effectivement, aussi bien la prévention que le traitement ont été compromis fortement. Depuis 2 ans, on n'aurait jamais pu imaginer ça. Et voilà, on est toujours un peu dans des zones grises, on doit toujours faire un peu attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on prescrit, parce qu'on sait que le ciel peut nous tomber sur la tête. Et dans le cas des Amis de la Constitution, j'ai rappelé un certain nombre de faits, notamment en ce qui concerne la statistique de létalité du Covid-19 à l'époque, et qui montrait que finalement ça touchait essentiellement les personnes très âgées ou les personnes qui ont passablement de comorbidité. Donc je suis intervenu et j'ai reçu très rapidement du président de la Société vaudoise de médecine un mail incendiaire qui m'a dit j'ai entendu ce que tu as exprimé lors de ton intervention publique. C'est un ensemble de contre-vérités, tu es une honte pour la collectivité médicale. Donc à partir du moment où l'attaque était si forte, je lui ai envoyé le mail en lui disant mais de quel est l'objet finalement qui me vaut cette réaction aussi violente? Réponse, tu le sais bien. Donc j'ai bien entendu que le débat n'était pas ouvert, qu'il s'agissait là d'une vision finalement très dogmatique des positions du corps médical et de la Société vaudoise de médecine en particulier, qui s'alignait complètement sur les dispositions politiques de la task force et autres qui sont à discuter, parce qu'en tant que scientifique ou médecin, on n'est pas là pour dire oui systématiquement, on est là pour se questionner, se poser des questions, essayer de trouver des réponses à ces questions. Et c'est ce qui a manqué, à mon avis, dans le cadre de cette société, un débat scientifique, une véritable réflexion et un positionnement qui correspondent à l'ensemble de la collectivité. Après un moment, on nous dit déjà ce qu'on est permis de dire et puis pas dire aux patients. Donc, en fait, ce que le gouvernement aimerait avoir, c'est leur façon d'expliquer la situation aux gens. Si le médecin, dans le temps, il était complètement libre. Il n'avait jamais discuté des aspects pareils. Donc déjà là, la liberté de parole, elle est fortement restreinte. Ce qui n'est pas correct du tout, parce qu'on a quand même donné notre promesse à la fin de la formation de servir aux patients comme première chose. Et puis c'est aux médecins de juger, et puis pas au gouvernement, des non-formés qui ont une philosophie partielle avec des experts sélectionnés d'après eux, avec une presse organisée. C'est pas leur devoir, c'est pas correct du tout, c'est un grand crime en fait concernant la liberté de
de suivre notre profession qui est commis là par le gouvernement. Alors tout est parti en fait d'une affiche que j'ai mise dans ma salle d'attente pour informer mes patients. Cette affiche faisait suite à un article publié dans le 24 heures où l'on disait que des médecins de différents cantons, sur Neuchâtel, Berne, avaient été sanctionnés pour avoir émis le doute sur la vaccination. Et dans cet article, le président de la Société vaudoise de médecine disait qu'il était justifié de sanctionner les médecins qui émettaient le doute avec leurs patients sur la vaccination. Ce qui m'a interpellé, qui m'a mis en colère. Donc moi, dans cette affiche, j'ai simplement écrit à mes patients que ceux qui veulent le savoir, pourquoi moi je ne suis pas vacciné, je vais continuer à leur expliquer. C'est à peu près tout ce que j'ai mis. J'ai aussi mis que je respectais parfaitement le choix des personnes vaccinées, que c'est finalement une décision qui est personnelle. Mais cette affiche, visiblement, n'a pas plu, surtout qu'elle est partie sur les réseaux sociaux, à mon insu. Et à partir de là, une enquête du canton a été ouverte à mon égard. À la lumière de ces témoignages parfois choquants sur ce qu'ont vécu ou observé ces professionnels de la santé, nous avons essayé de contacter à la fois le département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud, ainsi que la Société vaudoise de médecine, pour entendre leur version sur ces affaires. Notre but étant ici de donner la parole à toutes les parties prenantes. Dans le cas de la Société vaudoise de médecine, nous avons trouvé porte close, pas de réponse. Du côté du département de la santé qui nous avait demandé de lui soumettre nos questions, voici la réponse unique que nous avons reçue à nos 4 questions. Quelques cas sont entre les mains du Conseil de santé. Le DSAS ne commande pas les affaires traitées par ce conseil, qui par ailleurs sont confidentielles. Comment ne pas s'interroger devant le mutisme des autorités concernées qui refusent d'expliquer les raisons de ce qui s'apparente à une chasse aux sorcières ? Pourquoi autant d'opacité par rapport à ces affaires et pourquoi refuser de répondre aux questions légitimes de journalistes ? Nous laisserons le choix à chacun de se faire sa propre opinion. Quel que soit le positionnement des uns et des autres, il reste néanmoins une question essentielle face au pouvoir décisionnel toujours plus restreint des médecins. Quelle place reste-t-il aujourd'hui à la liberté thérapeutique des médecins ? Et quelle marge de manœuvre possède-t-il encore ? Enfin, nous avons souhaité savoir si la liberté de prescription médicale était à leur sens mise en danger dans notre pays aujourd'hui. Je crois qu'il y a de quoi avoir des craintes, mais on n'a pas renoncé à se battre pour une certaine liberté en tant que médecin, en tant que scientifique. Je crois que c'est très important qu'on continue de parler, de penser, de rechercher et de se battre pour les soins à nos patients en particulier. Et je pense que oui, c'est important de ne pas lâcher. Par contre, effectivement, on est en souci par rapport à des injonctions d'obligations de type vaccinal ou des choses comme ça, avec des discriminations. Et c'est comme si on nous prenait la main pour écrire notre ordonnance, alors que ce sont des personnes qui ne sont ni scientifiques ni médecins qui nous prennent la main. Je trouve que c'est une question difficile. On se bat pour qu'on puisse garder la liberté de prescription, mais je pense qu'on a fort à faire. Et puis, ce que je crains, c'est qu'effectivement, les choses soient de plus en plus des guidelines à appliquer dans les règles, et puis qu'il y ait de moins en moins de temps avec le patient. Elle est clairement menacée, la liberté thérapeutique, surtout si maintenant les organes, disons, de société médicale ne défendent pas les médecins qui justement font appel à leur liberté thérapeutique. Et si les sociétés médicales ne sont pas aptes à défendre cette liberté-là, on peut avoir du souci à se faire concernant la liberté thérapeutique dans l'avenir. Surtout que les poussées sont aussi extrêmement fortes pour contraindre les médecins via le monde politique et les sociétés, le service de la santé publique par exemple, pour, disons, attendre des médecins qu'ils soient des exécutants avant d'être des véritables médecins libres de pratiquer comme ils le souhaitent. C'est-à-dire, il y a 2 ans avant, je vous aurais dit, il n'y a pas de risque. Avec ce qu'on a vécu maintenant, je suis assez pessimiste pour le futur. Moi, je vois la médecine du futur comme étant une médecine très guidée. Je fais partie, comme je vous l'ai dit, d'un groupe de réflexion sur les vaccins. Le terme réflexion, pour moi,
déjà un peu un terme de nos jours un peu subversif, puisqu'on ne demande plus aux médecins de réfléchir, mais d'obéir. Et c'est que si le cholestérol il est élevé à tel point, il faut donner des statines. S'il y a une insuffisance cardiaque ou bien une coronaropathie, il faut absolument une coronarographie ou bien il faut tel et tel remède. Et puis en fait, dans cette généralisation des libertés ou des restrictions thérapeutiques, nous vivons depuis un certain temps. Actuellement, ils mettent au canton où je travaille un programme de nutrition pour les soins à domicile en marche qui surveille la bonne nourriture de toutes les personnes qui bénéficient des soins à domicile pour détecter d'une façon précoce la bonne ou la mauvaise alimentation qui est pourtant dans la liberté de chaque citoyen. Et puis une fois détecté, c'est plus ou moins un avis étatique qui dit comment il faut s'alimenter pour être bien alimenté. Da müssen wir gar nicht in die Zukunft gehen. Wie es jetzt schon ist und was Corona gezeigt hat die ganze Zeit, wie fest wir in den Fesseln vom Staat sind. Wir haben jetzt schon verboten bekommen, alternative Medizin und anerkannte und registrierte Medizin wie zum Beispiel Ivermectin zu gebrauchen. Es sind einige Ärzte, die werden verfolgt wegen dem. Wir können keine Krankenkasse machen. Wir können, jetzt neu wird auch die Vitamin D-Bestimmung verboten. Also wirklich was, die Ärzte sind in der Hand vom Staat und immer mehr. Jetzt kommt ja jetzt dann noch die elektronische Krankengeschichte und da kann jeder reinschauen. Es gibt eine elektronische Rezept in Deutschland. Also, und sie bestimmen, welche Medikamente gebraucht werden und welche anerkannt sind und das ist die Pharma, die das bestimmt. Und wir sind ja auch schon durch das Medizinstudium durch eine ziemliche Pharma-Hirnwäsche durch. Also die Aussichten sind düster, wenn das System in diesem Sinn weitergeht. Mais moi, je vois la question vraiment comme une question très importante parce que si aujourd'hui on s'attache plus au protocole qu'à une situation individuelle adaptée, c'est-à-dire que chaque patient est un peu différent, il y a beaucoup de choses qui se passent entre les patients et les médecins, et on n'a plus droit d'avoir une certaine marge de manœuvre, c'est-à-dire on essaie de limiter plus en plus la liberté thérapeutique. La médecine en tant qu'art et science va perdre énormément. Il faut donner un espace aux médecins et aux patients, sinon c'est ni la science et c'est ni un art. Donc la liberté thérapeutique, c'est un élément essentiel pour pratiquer la médecine. Ce reportage n'a pas pour but d'apporter une réponse relative aux remèdes utilisés pour traiter le Covid, ni même à l'intérêt de la vaccination. En revanche, la question relative à la place du médecin en regard de son expérience personnelle, de son histoire avec ses patients, de son engagement moral et de son obligation déontologique se pose plus que jamais. Dès lors que, selon toute vraisemblance, on attend de lui qu'il soit aujourd'hui un exécutant au service d'un collège de spécialistes élus par des politiques et des chercheurs, même si cela contredit ses propres expériences. Alors est-ce que l'indépendance des médecins est aujourd'hui définitivement remise en cause ? N'y a-t-il qu'une seule réponse mondialisée à chaque problème de santé publique ? Ou peut-on imaginer qu'il existe des approches différentes, personnalisées, qui ne dépendent pas exclusivement des dernières inventions publiées dans les revues médicales à la mode, ou des derniers médicaments commercialisés par les grands groupes pharmaceutiques ? C'est la question à laquelle aujourd'hui chacun est appelé à répondre en poussant la porte du cabinet médical de son médecin traitant.